Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo où on va parler du journal de bord pour l'année 2022-2023. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, soyez les bienvenus. Je m'appelle Emeline et je suis la créatrice de Clic et Déclic, une entreprise de formation en ligne pour enseignants. Moi, ma mission dans la vie, dorénavant, en tant que formatrice, ça va être de vous simplifier la vie depuis par exemple la création de votre journal de bord que je vous apprends à créer de A à Z sur mesure en fonction de vos besoins dans Prof et Organisé, jusqu'à aussi par exemple les mises en page de cours et la création de templates pour vous faire gagner un temps de fou lors de vos préparations de cours. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous donne quelques idées pour votre journal de bord de l'année prochaine. Et cette fois-ci, j'ai fait appel à vous sur mes réseaux sociaux dans ma newsletter. Merci à vous si vous avez participé à la petite enquête que j'ai envoyée d'ailleurs, pour savoir en fait quels seraient les outils dont vous avez besoin mais que vous n'avez peut-être pas encore créé ou que vous ne savez pas encore comment mettre en place. D'habitude, je vous propose mon propre journal de bord de l'enseignant en fonction de mes propres besoins à moi, mais cette fois-ci, puisque je n'ai pas de journal de bord à créer pour l'année prochaine, vu que je me consacre à 100% quasiment à mon activité de formatrice, je suis là juste pour vous et donc j'ai créé des outils. Je suis allée un petit peu des fois aussi à contresens de ce que moi j'aurais fait pour moi, parce que forcément vous et moi on n'a pas forcément les mêmes besoins, et donc dans cette vidéo vous allez voir des nouveaux outils, des nouvelles propositions que vous n'avez peut-être pas vues dans les vidéos des années précédentes. Alors c'est parti, on y va. Me voici de retour à l'intérieur pour pouvoir vous filmer des images correctes du journal de bord. Malgré tous les tests que j'ai pu faire, je suis désolée mais il y aura toujours un flou au niveau de l'écriture. C'est dû au papier et à la police que j'ai choisie. Je ne savais pas du tout que ça rendrait ceci à la caméra, sinon je pense que j'en aurais choisi une autre. Mais en tout cas, sachez que sur évidemment les feuilles que j'ai imprimées, c'est net, on arrive à lire. Donc si vous choisissez les mêmes polices que moi, il n'y aura pas de problème. Vous voyez que j'ai choisi encore d'utiliser cette année, comme d'habitude, le journal de bord A4 version Atoma, puisque je dispose de la perforatrice qui permet de perforer à disque. Si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'informations l'article comparatif que j'ai fait à propos des différentes perforatrices qu'il existe sur le marché. J'ai comparé la Atoma et la Staples, et je parle aussi d'autres perforatrices qu'il existe par rapport à ce que j'ai glané comme information sur internet. Donc on commence par la page d'information générale. Ici, juste après la page de couverture. Sur la page d'information générale, personnellement, j'indique toujours mon nom, une adresse mail de contact si jamais quelqu'un le retrouve et doit me contacter pour pouvoir me rendre mon journal de bord, l'adresse de l'école évidemment, et des contacts importants comme la direction, le secrétariat ou bien aussi le centre PMS, pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il y a des permanences, quand il faut conseiller les élèves par exemple, et puis évidemment également mon emploi du temps. Cette année, j'ai fait évoluer la page à propos de mes classes sur votre demande et je vous ai écouté. D'habitude, je mets tout simplement une colonne pour le nombre d'élèves par classe, une colonne pour le cours que je donne et puis ensuite une colonne titulaire et co-titulaire. Et cette année, j'ai décidé de mettre des colonnes supplémentaires pour tenir compte des élèves à besoins particuliers directement dans ce tableau. Donc ce que vous avez ici, c'est la première colonne toujours avec la classe, avec le nombre d'élèves total entre parenthèses, le cours que je donne, le nombre d'élèves avec les photocopies en réalité qu'il faut faire, donc des photocopies classiques, les photocopies particulières à prévoir, et donc pour tel élève on a besoin, par exemple ici j'ai mis d'une copie en Arial 12, interligne 1,5 et uniquement du recto. Et donc vous pouvez tout simplement indiquer les différents aménagements de manière très synthétique dans ce tableau, comme ça quand vous devez faire vos photocopies, vous l'avez sous les yeux et c'est très pratique pour vous. La deuxième partie de l'outil, je l'ai consacrée à des conseils de classe et réunions de parents, juste pour inscrire les dates, tout simplement pour ne pas perdre de vue ces dates importantes quand on a des conseils et des réunions de parents lors des différentes périodes. Donc j'ai divisé le tableau en 4 grandes parties, octobre, décembre, avril et juin, et à chaque fois j'ai une colonne conseil pour les conseils de classe et une colonne réunion pour les réunions de parents, et donc il me suffira d'indiquer par exemple pour les premières C, le conseil de classe d'octobre c'était par exemple le 16 octobre et la réunion de parents c'était le 24 octobre. Et donc je sais comme ça quand j'ai vu les collègues pour en discuter et quand j'ai vu les parents aussi pour en discuter.
Cette année, j'ai pensé à tous les collègues qui m'ont demandé de créer un journal de classe par classe et pas par thématique, et donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez ici, j'ai mis un onglet suivi des 1C, et il suffit en fait de reproduire cet onglet autant de fois que vous avez de classes. Là ici, moi j'ai imaginé que j'avais 5 classes, évidemment c'est une imagination, et donc il suffit en fait de se dire qu'on a 5 fois cet onglet-ci pour les différentes classes qu'on a. On commence par les différents élèves à besoins particuliers, qu'ils soient dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, mais peut-être aussi en provenance d'un pays étranger avec les différents réfugiés que nous avons pu accueillir d'Ukraine par exemple, et donc ça pourrait tout à fait être utile d'indiquer un diagnostic quand c'est un diagnostic médical, mais aussi par exemple une particularité, une spécificité comme son niveau de français. Est-ce qu'on peut lui demander ou pas encore de faire en français? Est-ce qu'il y a un enseignant qui est chargé dans l'école de s'occuper de l'intégration de cet élève, etc., etc. Toujours sur vos demandes, j'ai fait évoluer mon tableau d'absence en ajoutant une partie comportement. Alors d'habitude, j'ai simplement le nom de l'élève, les dates auxquelles il a été absent. Si jamais il a été absent lors d'un test, je mets un petit coup de surligneur par-dessus pour lui faire repasser le test qu'il a manqué éventuellement. Et puis ici, j'ai rajouté 3 colonnes. Une colonne oubli matériel, travail non fait et travail non rendu. Dans oubli matériel et travail non fait, vous pouvez par exemple mettre des petites barres, donc mettre des encoches à chaque fois qu'il a oublié de prendre son matériel ou qu'il n'a pas fait un travail. Et puis vous pouvez indiquer dans le travail non rendu la date éventuellement à laquelle il aurait dû rendre le travail et qu'il ne l'a pas rendu. Il m'a été réclamé à corps et à cri à plusieurs reprises cette année. J'ai créé un cahier de code par compétences qui en réalité est quasiment identique à celui que j'ai pu vous présenter dans les années précédentes. J'ai simplement indiqué ici les compétences en haut à suivre et j'ai rajouté des onglets autant de fois que nécessaire pour pouvoir en fait recréer un cahier de code par compétence. L'avantage de ceci, c'est que par exemple vous pouvez avoir une idée d'abord de l'équilibre de vos différents tests. Donc si vous avez fait beaucoup de tests par exemple sur la compétence 1 et pas trop sur la compétence 2, vous le voyez en un seul coup d'œil et vous pouvez le garder pour toute l'année en réalité, puisqu'il y a clairement assez de pages pour pouvoir faire assez de tests sur un an, je pense. Ici on a 6 compétences dans le cours d'études du milieu, donc clairement on n'a jamais autant de tests sur une année, mais c'est une possibilité à envisager ici. Et donc pour nous aider dans la complétion de ce carnet de code par compétence, vous pouvez simplement indiquer donc le titre, la date, le total et puis les différents résultats au test numéro 1 fait dans cette compétence-là. À la fin de la période, vous pouvez indiquer les moyennes globales, donc ici qui reprennent toutes les compétences, 1, 2, 3, 4, comme ça vous avez aussi une vue d'ensemble pour la cote du bulletin. Et pour vous aider dans justement le fait d'indiquer les différents cotes dans le tableau, pour avoir d'un seul coup d'œil si l'élève maîtrise ou ne maîtrise pas une compétence, moi j'utilise un code couleur et normalement c'est dans un fichier automatisé sur Excel que je partage dans la formation Prof et Organisé. Mais ici si vous voulez garder une version papier, voilà ce que moi je vous propose. Moi j'utilise un code couleur qui est vert, orange et rouge. Le vert pour les compétences qui sont acquises ou en voie d'acquisition, parce qu'on est par exemple en début d'année, on ne peut pas encore dire que la compétence est acquise, au-delà de 60%. Une compétence est en orange quand on a entre 50 et 60%, et une compétence est en rouge, donc non acquise, quand elle est en dessous de 50%. Et donc au fil des tests de l'année que je fais, ici j'ai décidé de me faire un petit mémo sur des interrogations par exemple qui seraient sur 10, sur 15, sur 20, sur 25, etc. et qui me permettent en un seul coup d'œil de savoir si je dois inscrire la cote de l'élève en orange, en rouge ou en vert. La deuxième partie de l'outil ici est clairement inspirée d'un post de Émilie du podcast Mes trucs de prof. Et je vous invite à aller voir son compte Instagram, je le mettrai en barre d'informations également. Et en fait, elle avait fait un post qui parlait des feedbacks qu'on pouvait indiquer sur les différents tests qu'on met à nos élèves. Et c'était quoi en fait l'objectif? Donc elle disait c'est quoi l'objectif? Comment est-ce que je peux clarifier les remarques que je mets sur les tests, sur les bilans, sur les interrogations de mes élèves? Et donc en fait, elle se dit tiens, qu'est-ce que je poursuis comme objectif? Est-ce que je veux conseiller un élève? Est-ce que je veux l'aider? Est-ce que je veux l'encourager? Ou est-ce que je veux le valoriser? En fonction de ça, vous allez avoir différents types de commentaires que vous pouvez rédiger en commentaire global de l'interrogation. Alors vous avez des petits conseils et moi ce que je me suis dit c'est que en cours d'année, quand je corrige des bilans, au bout d'un moment je suis fatiguée et je suis pas forcément toujours hyper inspirée, alors qu'à d'autres moments je suis inspirée et je me dis ah là j'ai trouvé une belle formulation.
c'est toujours l'occasion ici par exemple d'indiquer les différentes formulations que vous retrouvez pour pouvoir faire en sorte de les retrouver et de pouvoir les recopier, les adapter en fait aux différents cas que vous pouvez rencontrer lors des interrogations. Donc avec les encouragements et les valorisations surtout, c'est pas toujours évident d'encourager un élève qui est toujours en échec mais qui a fait des progrès, et donc réfléchir à ça en amont et l'indiquer ici dans votre journal de bord, je pense que ça peut être une bonne idée pour faire en sorte que ce soit efficace et que ce soit aussi très utile aux élèves qui lisent vos commentaires une fois que vous avez corrigé vos interrogations. Alors ça, j'en ai parlé. Ici, c'est un outil qui m'a été demandé par des collègues qui travaillent en classe autonome avec des ateliers et qui ne savent pas comment tenir compte et tenir le suivi en fait de savoir quel élève a fait quel atelier. Tout simplement, vous pouvez avoir ceci dans votre journal de bord ou bien l'afficher en classe, c'est encore mieux je pense, pour savoir aussi au niveau des élèves, quand les élèves ne savent pas exactement où ils en sont dans les différents ateliers. Vous avez les noms des élèves évidemment, et au-dessus ici vous avez les différents ateliers. Moi je les ai numérotés, vous pouvez indiquer évidemment les titres, moi je n'avais pas inventé des titres ici pour la vidéo. Et donc, dans les différentes cases, vous indiquez simplement la date à laquelle l'élève a participé à l'atelier et peut-être l'a réussi ou peut-être ne l'a pas réussi. Ça peut-être qu'il va falloir convenir d'un code couleur avec vous-même ou avec vos élèves pour pouvoir tenir un suivi de ceci. Mais donc je pense que l'afficher en classe, ça peut être une bonne idée aussi. Si en cours d'année vous avez une observation à faire, une remarque à faire à propos d'un élève, vous avez observé quelque chose, vous vous doutez peut-être d'un problème qui peut se passer à la maison ou bien en classe ou bien autre chose et vous ne savez pas où le noter, moi je vous propose d'utiliser un outil de ce type-ci où vous avez tout simplement ici à indiquer le nom de l'élève, la date à laquelle vous avez observé le comportement ou le problème éventuel, l'observation en tant que telle et puis la remarque qui a été faite en conseil de classe. Donc cet outil en fait est double, soit il est utilisé et utilisable pour vos propres observations personnelles et après vous en parlez en conseil de classe et vous pouvez indiquer ce que le conseil de classe en a dit. Et si jamais vous avez aussi en conseil de classe des choses à dire ou un collègue a des choses à dire, vous pouvez tout simplement éviter d'écrire dans observation et directement écrire dans remarques énoncées en conseil de classe. Après le conseil de classe vient la réunion de parents et là je garde l'outil que je vous ai proposé l'an dernier parce que je pense qu'il est tout à fait pertinent où vous indiquez la date de la réunion, l'élève qui est concerné, les problèmes ou le problème qui a été soulevé et les actions à mener par les différentes parties qui sont présentes en réunion, donc les parents, l'élève et moi. Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai des choses à faire quand on est en réunion de parents, c'est souvent le cas, on demande aux profs de faire des trucs en plus ou d'être attentifs à certaines choses, alors que des fois aussi les parents peuvent intervenir et l'élève lui-même a du pouvoir sur ses actions, sur ses comportements, et il y a des choses qui par exemple peut promettre d'améliorer. Garder une trace, ça peut toujours être utile et ça peut toujours servir même à l'élève à lui-même. Pour les collègues qui en ont marre de devoir refaire le plan de classe à chaque fois et de réimprimer la page, je vous propose tout simplement d'utiliser des petits post-it. Donc vous imprimez votre plan de classe, ils peuvent être en îlot, ils peuvent être comme ceci, ils peuvent être en fonction évidemment de votre disposition de classe. Vous pouvez ajouter des éléments comme la porte, le tableau, le bureau du prof, les différentes armoires s'il y a des armoires. Et puis je vous conseille d'investir si vous choisissez ceci, donc vous mettez les noms des élèves et puis vous changez les post-it de place en cours d'année quand vous refaites les places de la classe. Et je vous conseille vraiment d'investir dans des post-it de bonne qualité. Donc typiquement les post-it Action ou les post-it Emma sont pas du tout suffisamment bons pour pouvoir coller toute l'année. J'ai déjà fait des tests avec des post-it, un autre outil à post-it pour mon planning dans le journal de bord d'une année, je crois que c'était en 2018 et clairement les post-it Emma ne collent pas suffisamment bien pour tenir toute l'année et surtout pour coller et être repositionnés en fait d'une période à l'autre. Donc là pour le coup je vous invite vraiment à investir quelques euros dans des post-it de la marque Post-it par exemple ou dans d'autres post-it qui sont connus des différentes marques de fournitures de bureau pour pouvoir le faire de manière efficace et que ça tienne toute l'année. Voilà donc qui conclut la partie au niveau du suivi de la classe. Donc ceci, ce serait à reproduire en réalité, donc cet onglet de suivi serait à reproduire donc pour toutes les classes que vous avez. Pour la classe dont vous êtes titulaire, c'est-à-dire professeur principal, vous pouvez créer un onglet à part ou bien tout simplement ajouter les outils que je vais vous présenter à la classe de suivi, par exemple des 2D. Il n'y a pas de problème avec ça, ça c'est vous qui choisissez, c'est vous les boss, vous le savez très bien. Alors donc titulariat 2D, moi j'ai imaginé ici que j'étais titulaire en 2e D. Je garde toujours
une copie de l'emploi du temps de mes élèves dans mon journal de bord. Comme ça me permet de savoir quel cours ils ont, dans quel local et surtout avec quel prof. Ça permet d'avoir une vision globale de l'équipe éducative qui intervient dans mes classes. Et puis ici j'ai décidé de changer mon tableau finalement des documents à rendre, et j'ai mis documents non rendus pour pouvoir juste cibler les élèves, un petit peu comme les absences finalement, les élèves qui n'ont pas rendu certains documents à des moments clés de l'année. Donc ici j'ai mis des documents qui sont très courants, donc les bulletins et les feuilles de réunion de parents par exemple, mais vous pouvez tout à fait indiquer autre chose, la date à laquelle ils sont censés la rendre et quels sont les élèves qui n'ont pas rendu à cette date. Comme ça me permet, dès que j'ouvre mon journal de bord, je regarde, ah oui, il faut demander à Maxime, Pierre et Charlotte par exemple de me rendre leur bulletin parce qu'il n'a toujours pas été rendu signé. Donc c'est beaucoup plus simple finalement de pouvoir cibler les élèves dans ce type de tableau que de refaire un tableau global et de regarder où ça a été coché et où ça n'a pas été coché. L'outil suivant m'a été demandé par une des collègues qui a suivi ma formation à propos du carnet d'objectifs qui est ceci. Le carnet d'objectifs, c'est quoi? C'est un outil que je distribue à ma classe principale en début d'année et au travers duquel en fait on va apprendre à se créer des objectifs pour pouvoir par exemple améliorer des résultats, modifier un comportement comme des bavardages ou bien de la timidité éventuellement, intervenir davantage dans les cours. On peut aussi se créer une nouvelle habitude et j'ai mis une colonne autre pour d'autres objectifs qui seraient éventuellement récurrents et qui n'apparaîtraient pas dans les différents éléments ici. Mais c'est ce que moi j'ai observé dans la plupart des cas quand on travaille des objectifs qu'on veut améliorer dans le cadre scolaire, voilà ce qui ressort le plus. Et donc les élèves apprennent petit à petit à se fixer des objectifs, comment les atteindre, et travaillent tout au long de l'année avec moi, donc je les encadre pour pouvoir faire en sorte qu'ils atteignent les différents éléments qu'ils veulent améliorer pour pouvoir tous ensemble réussir notre année. Alors cette collègue m'a demandé mais comment je fais pour garder une trace, j'aimerais bien garder une trace dans mon journal de bord des différents objectifs que les élèves se lancent et s'ils les atteignent ou pas. Et donc voilà ce que moi je vous propose par rapport à ceci. Donc si vous n'utilisez pas ce carnet d'objectifs, je vous conseille de passer à l'outil suivant, mais sinon vous pouvez rester pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors, typiquement pour améliorer ces résultats, moi ce que j'ai choisi à propos de chaque type d'objectif, c'est de mettre P1, P2, P3, P4, et donc les périodes, et de mettre 2 cases à chaque fois. La première case, ce serait de cocher, par exemple, l'élève a décidé d'améliorer ses résultats pendant la période 1, je coche ici. Et la deuxième case, c'est à la fin de la période, quand vous faites le bilan et que vous relancez dans les objectifs suivants, vous regardez, ah oui, est-ce qu'il a atteint ou pas atteint. Si c'est atteint, vous pouvez cocher par exemple en vert, et si c'est pas atteint, vous pouvez cocher en rouge, et puis on a aussi vu la notion de progrès, machin, bidule, donc vous pouvez trouver un code couleur qui vous correspond, et donc typiquement, l'élève numéro 1 ici se dit, en première période, j'améliore mes résultats en sciences, donc je coche moi ici la première période 1 pour le fait qu'il s'est lancé l'objectif, et puis marqué ici première période, améliorer ses résultats en sciences, et puis est-ce que c'est le cas, pas le cas, en fonction de l'objectif qu'il s'est lancé. Évidemment vous pouvez réécrire l'objectif, même si je pense que ça va vous prendre beaucoup de temps, mais après c'est vous les boss, vous gérez comme vous avez envie de gérer, ça dépend du suivi que vous voulez faire par rapport à ça. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai mis 2 lignes à chaque fois par période, vous pouvez indiquer des commentaires. Et donc du coup vous pouvez suivre de manière globale ici les différents éléments de l'année. J'ai mis quand même une demi-page par élève, donc ça vous ferait 12 pages si jamais, 12 pages, donc 6 pages si jamais vous avez 24 élèves par classe, puisqu'on fait du recto verso. Donc je pense que c'est pas un outil complètement inutile, et si vous utilisez ceci même pour votre cours par exemple, si vous l'utilisez dans le cadre de votre propre cours, la collègue qui me l'a demandé était prof de maths, donc si par exemple, je sais pas moi, tu as travaillé à améliorer ses résultats en algèbre par exemple, tu peux très bien l'afficher ici et puis fonctionner de la même manière, voir si ça s'était fixé ou si ça s'était atteint. Et donc avoir un petit suivi comme ça pour le reste de l'année. Si cet outil vous intéresse, je vous laisse le lien d'information dans la barre d'infos. J'ai également reçu plusieurs demandes à propos d'un outil pour gérer son conseil de classe et prendre des notes facilement, parce qu'il y a des collègues qui m'ont dit ça va trop vite, on n'y arrive pas, au secours. Cette année je vous propose une fiche au format portrait. D'habitude moi j'utilise un
une fiche que je remplis à l'ordinateur, donc pas du tout à la main, je suis beaucoup plus rapide à la dactylographie qu'à l'écriture manuelle. Et j'utilise ceci que je vous ai déjà présenté dans les vidéos des années précédentes, donc si vous voulez aller voir, bah, je vous remettrai le lien en barre d'informations. Donc ça c'est une possibilité, mais certaines collègues préfèrent clairement utiliser une fiche au format portrait. Et donc bah, vous voyez ici j'ai mis plusieurs éléments et il vous suffit simplement de cocher les spécificités, si l'élève par exemple a eu un PIA, depuis quand, est-ce qu'il a un suivi externe, par exemple une logopède, ce genre de choses. Et puis ben, toutes les remarques que vous pouvez dire en conseil de classe, vous pouvez simplement reprendre les commentaires que vous avez écrits et vos notes des années précédentes et vous dire ah oui tiens par exemple ça on félicite souvent des élèves pour telle chose, donc du coup bah, je peux indiquer ici l'attitude positive face au travail, la bonne humeur, la participation, par exemple aussi la coopération avec les autres, etc., les mises en garde et puis éventuellement là un petit espace où vous pouvez écrire quand même des conseils à donner, donc rédiger manuellement des choses. Ceci devrait vous aider déjà à recréer en fait des commentaires de manière beaucoup plus synthétique, plus rapide, en cochant les différents éléments qui reviennent régulièrement. Si cette fiche vous paraît un peu chargée, vous pouvez aussi tout à fait décider de reprendre le modèle que je vous ai partagé l'an dernier, qui était celui-ci, et oui, qui a été un peu abîmé par la vie, malheureusement. Et donc bah, d'indiquer les différents éléments que vous pouvez cocher dans les différentes parties ici, donc trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, et là d'écrire les commentaires que vous pourriez faire en réunion parents-prof, c'est tout à fait possible aussi. Pour les collègues qui sont dans les années d'orientation et de stage, vous pouvez garder aussi trace de ça dans votre journal de bord, comme vous le voyez ici, avec le nom de l'élève. J'ai ajouté une colonne qui me paraît moins importante pour indiquer les goûts de l'élève, ses talents ou éventuellement des intérêts qu'il ou elle aurait, les lieux et dates de stage s'il y en a, et puis l'orientation souhaitée pour l'année suivante ou même des fois l'année en cours, parce qu'il y a des réorientations qui se font en cours d'année, et donc c'est peut-être aussi ici que vous pourriez indiquer les orientations que vous conseillez vous en tant qu'équipe éducative. Donc il y a l'orientation que l'élève souhaite et puis il y a l'orientation que nous on conseille par rapport à ses talents, même si évidemment c'est pas nous qui allons choisir l'orientation de l'élève pour l'année suivante, mais ça peut être intéressant de voir ce qu'on lui a conseillé et ce que l'élève a choisi ensuite. Ensuite ici le fameux outil que moi j'utilise depuis des années et que je n'en démords pas parce que bah, chez nous c'est obligatoire, vérification des journaux de classe, des carnets de correspondance, on doit vérifier qu'ils sont bien signés, bien complétés, c'est un outil utile en cas d'inspection, bref c'est un truc officiel, un document officiel, donc c'est important d'en prendre soin. Les noms des élèves, ici j'ai imaginé que je le reprenais 4 fois sur l'année, donc j'ai mis 4 fois les dates. À la fin de l'année je les reprends pour vérifier le total des remarques qu'il y a eu dans le travail et dans le comportement social, et éventuellement ici par exemple des remarques pour les élèves qui devraient revenir en retenue par exemple pour le compléter parce qu'ils n'ont pas été assez assidus en cours d'année. Et donc évidemment ici il n'y a pas beaucoup de place pour écrire, donc je fais une légende avec un code avec différents symboles et différents éléments que je peux réécrire par la suite. Passons maintenant à la partie planning. La partie planning commence chez moi toujours par le calendrier annuel que je fais toujours sur une page. Dans la vidéo précédente de l'année dernière, je vous ai présenté un planning sur 2 pages. Je trouve quand même qu'il n'y a pas assez de place pour écrire des trucs. Donc moi ce que je fais c'est que ici j'indique les informations essentielles comme vous le voyez, d'accord, avec un code couleur, les réunions de parents, les conseils de classe prévus, les vacances, donc j'ai mis les congés scolaires et les fériés en gras ici pour que ça ressorte. Mais du coup pour pouvoir avoir la place de noter, j'utilise en réalité des calendriers mensuels pour avoir plus d'informations. C'est beaucoup plus utile parce que avoir une vue de l'année, enfin, d'abord une vue de l'année comme ceci c'est utile. Maintenant une fois que vous êtes par exemple en décembre, à quoi ça vous avance d'avoir les informations des réunions du mois par exemple de septembre? Rien du tout. Donc je prends le parti clairement ici de faire un calendrier annuel sur une page et puis de venir compléter et de venir détailler dans mon calendrier mensuel par exemple ce qu'on retrouve en début de chaque mois en réalité. Et puis après directement on peut embrayer avec le calendrier hebdomadaire où là vous avez en fait votre cahier journal comme les Français l'appellent. Et vous indiquez ici, moi j'ai indiqué, vous voyez, j'ai changé. Donc là maintenant on retrouve les jours et là on retrouve les classes. D'habitude c'est l'inverse. Parce que ici par exemple on est le 29 août. Attendez,
Voilà, on est le 29 août, vous avez indiqué ici la matière que vous avez travaillé avec vos élèves en classe, les préparations, le devoir, le test éventuellement qui était prévu, et puis en fait vous arrivez à la fin de la ligne et vous avez une petite case sur la to-do list de la journée. Donc des choses qui sont à faire le 29 août, des choses qui sont à faire le 30 août, et ainsi de suite, vous voyez. Par rapport aux différents jours de la semaine, alors que d'habitude ici j'ai toujours effectivement des cases en type post-it, mais c'est plus pour la to-do list de la semaine. Ici vous avez une to-do list journalière en fonction des tâches que vous voulez répartir dans votre semaine, mais aussi par journée. Je pense que ça peut être pratique si vous n'avez pas trop de classes, parce que si vous avez beaucoup de classes, clairement c'est beaucoup plus pratique de les indiquer ici et d'indiquer les jours au-dessus, et là vous devez vous débrouiller autrement. Un autre outil que je voulais vous proposer cette année, c'est le vide-cerveau, vous voyez ici. Donc c'est un marque-page que j'ai recréé en référence à la matrice de Eisenhower, dont je vous parle déjà pas mal sur Instagram, donc j'ai encore repartagé un post là-dessus il n'y a pas très longtemps. Et donc vous pouvez directement classer les choses de la to-do list quand on vous demande de les faire ou quand vous y pensez. Vous indiquez ici dans cette case les choses qui sont importantes et urgentes, donc à faire vous-même rapidement, typiquement aujourd'hui si c'est urgent. Important et non urgent, donc là ce sont des choses qui sont à planifier. Ici on a des choses qui sont pas importantes mais qui sont urgentes à faire moi-même ou aujourd'hui, ou bien à déléguer. Si vous trouvez un collègue qui a du temps libre par exemple, est-ce que tu peux nous photocopier les interrogations pour demain par exemple, donc ça reste quand même dans du type urgent, mais c'est pas non plus un truc à devoir faire soi-même. Et puis vous avez des choses qui sont pas importantes et pas urgentes, mais que vous voulez quand même faire. Et donc là, il faut les indiquer ici, sinon vous allez les oublier. Et vous pouvez par exemple les planifier ou bien les déléguer pendant les vacances par exemple. Mais vous les avez déjà notés quelque part et vous ne les oubliez pas. En ce qui concerne la planification en tant que telle, donc les planifications annuelles, trimestrielles, mensuelles, je n'ai pas imprimé d'outils parce que moi je l'utilise, je le fais de manière numérique. Je vous renvoie à mon article qui vous propose 3 outils pour planifier les apprentissages de manière efficace. J'ai proposé des outils numérique ou pas numérique justement pour pouvoir le faire, et j'allais pas repasser une demi-heure ici à vous reparler de ces outils. Ça me semblait tout à fait opportun de le glisser ici comme information. Alors la dernière partie, c'est la partie notes. J'ai pas repris ici toutes les idées d'outils supplémentaires que je vous ai déjà partagées dans les années précédentes. J'ai repris certaines choses que vous m'avez principalement réclamées. Typiquement un outil pour suivre le travail collaboratif avec vos collègues. Alors moi ici j'ai choisi de le faire sous forme de petits comptes rendus de réunion avec à chaque fois la date, la thématique, l'heure de début, l'heure de fin et donc la durée totale, parce que si vous travaillez par exemple 1h30, 2h, 2h30, eh bien c'est important de l'indiquer ici. Vous devez pouvoir faire un suivi également de vos heures de collaboration, les collègues qui sont là, ce qui a été discuté, ce qui a été décidé. Et cet outil va se combiner avec cet outil-ci qui est la fiche de préparation par discipline, et donc vous pouvez par exemple indiquer, là on a travaillé le cours de géographie, la thématique c'était l'accès à l'eau, les objectifs poursuivis c'était que les élèves soient capables de, je sais pas moi, plein de trucs différents, et les compétences exercées à travers cette thématique et ces objectifs sont. Et après vous pouvez indiquer ici les idées d'activités que vous avez eues, les objectifs poursuivis plus spécifiquement par activité, le type de travail et la durée estimée environ. J'ai laissé une marge à gauche parce que quand vous travaillez par équipe c'est important, parce que par après vous allez sûrement vous diviser le travail. Moi je fais l'activité 1, 2 et 3, toi tu fais l'activité 4, 5 et 6 par exemple, et donc vous pouvez ici aussi indiquer cette chose est à faire par mois pour telle date, cette chose est à faire par telle personne pour une autre date, et cette chose est à faire par telle personne pour une autre date. Et donc du coup ces deux outils finalement sont peut-être à combiner en fonction de ce que vous faites vous avec vos collègues et le type de travail collaboratif que vous menez. Enfin, on m'a demandé si c'était possible de créer une organisation de sorties scolaires, une fiche pour organiser les sorties scolaires. Et donc je vais faire un truc très simple, très basique, avec un truc un peu mignon. Vous voyez, j'ai repris les différentes illustrations. Donc le lieu, l'adresse, les contacts sur place, qu'est-ce qu'on va visiter, quand est-ce qu'on prévoit de le faire. Et puis ici pour quelle classe, quelle année, quels sont les objectifs poursuivis, le nombre total d'élèves qui est prévu. Si jamais vous devez par exemple imprimer des livrets à compléter pendant la visite, c'est intéressant de le savoir, n'est-ce pas? Éventuellement les aménagements raisonnables aussi.
avec quel collègue qui va venir en accompagnement et avoir la chance d'être en sortie scolaire avec vous, et des responsables à contacter, par exemple que ce soit des responsables du centre dans lequel vous allez, du musée ou bien à l'école aussi. C'est toujours important d'avoir ces numéros facilement à portée de main quand il y a un problème. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces idées vous auront plu, qu'elles vous auront été utiles. Si jamais vous pensez qu'elles peuvent aider un autre collègue ou une autre collègue, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est toujours très apprécié et ça me fait toujours moi très plaisir. Et si vous avez envie d'apprendre à créer votre propre outil d'organisation, je vous invite à nous rejoindre dans Prof et Organisé. Je vous laisse toutes les infos dans la barre d'informations. Sur ces bonnes paroles, c'est ici que je vous laisse. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!